Monsieur Ahmed Cissé, président de la CGC, messieurs les grands opérateurs économiques, je ne vais pas citer tout ce que vous avez cité là, vous les avez déjà bien présentés. Je voudrais vous dire merci pour l'invitation que vous m'avez adressée. Merci de vous être disposé à m'entendre, n'est-ce pas? C'est une action de démocratie. Et vraiment, je m'en félicite et je voudrais vraiment vous féliciter, vous remercier pour cela. Messieurs les chefs d'entreprise, acteurs du monde économique et dirigeants du patronat ivoirien, face aux défis économiques, sociaux et environnementaux qui interpellent notre pays, je m'adresse à vous avec une conviction profonde. La renaissance de l'économie de notre pays passera, c'est vraiment ma conviction, par l'industrialisation. Cette industrialisation-là devra être portée par un partenariat stratégique, responsable et durable entre l'État et le secteur privé. Ma vision est celle d'une Côte d'Ivoire réconciliée, d'une Côte d'Ivoire complètement transformée et d'une Côte d'Ivoire souveraine, où chaque produit du sol, chaque produit du sous-sol, chaque produit des eaux de notre pays sera transformé sur place avant toute exportation. Désormais, mon souhait, c'est qu'aucune richesse ivoirienne ne quitte le territoire ivoirien sans savoir créer de la valeur ajoutée nationale. Cette ambition industrielle implique de former, d'encadrer, d'accompagner financièrement les Ivoiriens pour qu'ils deviennent les nouveaux bâtisseurs de notre économie. Je vais voir émerger dans chaque région de notre pays des unités de transformation, des ateliers, des usines, même de très petite taille. Des unités donc qui serviront de fondement à une agro-industrie nationale et à la naissance d'autres filières industrielles stratégiques. Ainsi, l'économie ivoirienne aura un visage neuf, celui d'hommes et de femmes entreprenants, inventifs, créateurs d'emplois et porteurs d'une vision souveraine du développement. Pour atteindre cet objectif, je m'engage en tant que présidente de la République, parce que je vais devenir présidente de la République, à nouer un pacte économique fort avec le secteur privé. Ce pacte reposera sur la confiance, sur la transparence, sur la justice fiscale et sur la promotion d'un entrepreneuriat éthique et performant. Dans un monde en mutation, marqué par la digitalisation, marqué par la compétition mondiale, marqué par les impératifs écologiques, il est urgent de repenser nos modèles de croissance et d'orienter notre économie vers la production, vers la transformation et vers l'innovation.
mon ambition est claire. Faire du patronat ivoirien que vous êtes un partenaire stratégique de l'État. Non pas comme un simple opérateur économique, mais comme un acteur central de la souveraineté nationale. Ensemble, nous devons libérer les énergies productives, renforcer la compétitivité nationale et garantir à chaque entreprise un environnement stable, transparent et porteur. Évidemment, cela va passer par un certain nombre d'actes, de décisions à prendre. Concernant les réformes fiscales, je sais que souvent, l'opérateur économique, ce qu'il attend, c'est à quelle sauce nous allons être mangés. Nous pensons que les choses devraient aller à la simplification et à l'équité et à l'incitation à la compétitivité. Il faut simplifier pour libérer. Dès les premiers mois de notre mandat, nous allons réaliser une réforme profonde de la fiscalité nationale afin de la rendre plus juste, afin de la rendre plus simple, afin de la rendre plus efficace. Nous pensons à la poursuite de la dématérialisation totale des procédures fiscales, des procédures douanières, et à travers des guichets uniques numériques et physiques. Nous passons à la digitalisation du système fiscal pour assurer le suivi des contribuables, pour réduire la fraude et pour faciliter le paiement des impôts. Nous pensons à la création ou à l'amélioration du cadastre fiscal pour recenser les biens imposables sur l'ensemble du territoire, à l'harmonisation des procédures fiscales et à la réduction du coût de recouvrement. Nous pensons à la nécessité de faire émerger de véritables conseillers fiscaux publics pour accompagner les PME et pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Nous pensons qu'il faut alléger pour aider à croître. C'est pour ça que, ensemble, nous devons étudier comment réduire la pression fiscale pour qu'elle soit rééquilibrée selon la taille et la contribution à l'emploi. Les PME, les PMI, les TPE, surtout les TPE, souvent préfèrent rester dans l'informel pour fuir, n'est-ce pas, les taxes fiscales. Et nous pensons qu'à ce niveau-là, comme il faut sortir cet informel de l'informel, parce que la grande majorité de l'économie, au village, en ville, dans les quartiers, se déroule dans le système informel. Donc, pour sortir cela, il faudrait travailler à la réduction des taux qui font fuir aujourd'hui les opérateurs économiques ou qui les rendent même incapables de survivre à ces taux-là qui sont déjà indiqués. Quelquefois, il va devoir faire des reports de paiement en cas de crise conjoncturelle. Il faudrait pouvoir faire des crédits d'impôt pour permettre le réinvestissement dans la production locale, dans la formation ou dans l'innovation. Il faudra rationaliser les exonérations fiscales. Quelquefois, c'est utile, pour qu'elles profitent uniquement aux investisseurs productifs et à ceux qui sont effectivement créateurs d'emplois.
L'objectif ici, c'est de favoriser la rétention des profits réinvestis dans le pays et une fiscalité équitable, sans freiner la croissance des entreprises. Il faut inciter à la transformation. Des incitations fiscales devront donc être accordées aux entreprises qui vont investir dans l'innovation technologique, dans la recherche et développement, dans la formation à l'emploi des jeunes et des femmes, qui vont investir dans la transition écologique et énergétique et qui vont œuvrer au partenariat public-privé structurant. On souhaiterait que vous réussissiez à créer un label entreprise citoyenne et responsable qui va récompenser les acteurs respectant les normes sociales, les normes environnementales et éthiques. Il nous faudra également lutter contre la corruption. Cela va passer par une gouvernance exemplaire et transparente, une transparence économique. La corruption est un frein majeur à la compétitivité et à la confiance. Mon gouvernement instaurera une tolérance zéro face aux pratiques déloyales dans la commande publique et dans l'administration. C'est pour ça que nous pensons à la nécessité de créer une haute autorité nationale de transparence et d'éthique publique qui sera indépendante et qui sera dotée de pouvoirs de sanction, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans ce que nous vivons. Nous souhaitons obliger à faire une déclaration du patrimoine pour les hauts fonctionnaires et pour les élus. Nous pensons à la dématérialisation complète des procédures administratives et des concours publics pour limiter les contacts directs qui favorisent tellement la fraude et la corruption. Nous pensons à la nécessité de mettre en place une plateforme sécurisée qui va garantir l'anonymat à tous ceux qui vont pouvoir signaler des pratiques corruptives. Nous pensons au renforcement des organes de contrôle tels que l'Inspection générale d'État et la Cour des comptes. Ces réformes visent à restaurer la confiance, à garantir l'équité et à assurer que la réussite économique se fonde sur le mérite et l'innovation. Quelques idées sur l'amélioration du climat des affaires. Les réformes administratives pour provoquer l'attractivité nationale. Pour bâtir une économie compétitive, il faut réduire la lourdeur administrative et renforcer la sécurité juridique des investisseurs. Les réformes clés, la déconcentration du CPC pour une meilleure proximité avec les entrepreneurs, la digitalisation complète des procédures d'enregistrement des entreprises, du paiement des impôts, du paiement des douanes, la déconcentration des juridictions économiques pour garantir la célérité et la sécurité juridique des affaires, le Conseil national de concertation économique qui pourrait se tenir à un rythme trimestriel et présidé par le président de la République. Des missions économiques également à l'étranger, bien sûr,
pour attirer toujours les investisseurs et ouvrir de nouveaux marchés. La promotion du Made in Côte d'Ivoire à travers des politiques d'achat public local. Ces réformes s'inscrivent dans un plan national Doing Business, comme vous dites, pour positionner la Côte d'Ivoire parmi les 5 économies les plus attractives d'Afrique à l'horizon 2030. La promotion et la projection et la protection des entreprises nationales. Croissance, innovation et souveraineté économique. Je voudrais une économie ivoirienne forte, indépendante et créatrice de valeur ajoutée. Objectif prioritaire, le taux de croissance annuel du chiffre d'affaires des entreprises nationales. On devrait fonctionner et s'organiser pour que les entreprises nationales soient capables de dépasser le taux de 10%. La mise en œuvre même d'une politique de contenu local, favorisant la préférence nationale, la consommation par les nationaux eux-mêmes, dans les marchés publics et dans les marchés privés. Le renforcement des capacités managériales et techniques des entreprises pour que leur compétitivité régionale et internationale soit assurée. Le soutien à la transformation locale des matières premières agricoles et minières. La création du label Made in Côte d'Ivoire pour valoriser les produits nationaux. L'accompagnement, et j'insiste là-dessus, l'accompagnement à la certification et à la mise aux normes internationales des produits nationaux. C'est un grand besoin. L'objectif ici est clair. Faire des entreprises ivoiriennes les champions de la souveraineté économique nationale. On va parler un petit peu maintenant de l'accompagnement des PME, PMI et TPE. Financement, formation, digitalisation et appui administratif. Les PME, PMI et TPE sont le cœur battant de l'économie ivoirienne. Elles méritent un appui fort et structuré. La mesure phare, la création d'un fonds national de garantie et d'innovation alimenté par l'État, par les banques et par les partenaires internationaux et nationaux que vous êtes. La mise en place d'un fonds souverain de développement industriel destiné à financer les PME, les PMI dans les secteurs porteurs en partenariat public-privé. La facilitation de l'accès au crédit grâce à des taux préférentiels et à des garanties publiques. Le déploiement d'incubateurs régionaux et de pôles industriels pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Des programmes de formation à la gestion, à la digitalisation et au management moderne. Un appui administratif et juridique régionalisé pour alléger les charges bureaucratiques. Parlons un peu de gouvernance économique et de dette publique. De responsabilité, transparence et efficacité. La soutenabilité de la dette publique est un enjeu central. Avec un stock qui est estimé à 35 000 milliards de francs CFA, il est impératif de renforcer la discipline budgétaire
et la gouvernance économique. Les orientations: rationaliser les dépenses publiques, privilégier les investissements productifs, renforcer la déconcentration du service public financier pour améliorer la gestion des recettes fiscales, élargir l'assiette fiscale par la formalisation du secteur informel, capitaliser l'intelligence artificielle pour moderniser la gestion publique et optimiser les recettes, renforcer un cadre de concertation État, secteur privé pour assurer le suivi et la mise en œuvre des politiques économiques. Cette gouvernance responsable permettra d'assurer la prospérité durable et la souveraineté financière de la Côte d'Ivoire. Messieurs les chefs d'entreprise, messieurs du patronat, en conclusion, je voudrais dire que ce qu'il nous faut, c'est un pacte de confiance entre l'État et le secteur privé. Chefs d'entreprise, femmes, hommes du patronat ivoirien, moi, je vous tends la main pour bâtir un nouveau partenariat stratégique entre l'État et le secteur privé. Nous avons besoin, dans ce pays, nous avons besoin d'un patronat fort. Nous avons besoin d'un patronat responsable. Nous avons besoin d'un patronat innovant. Nous avons besoin d'un patronat capable de transformer notre économie et de porter haut la souveraineté nationale. Ensemble, nous construisons une fiscalité juste et stimulante, une économie compétitive et équitable, des entreprises nationales puissantes et exportatrices, un climat des affaires exemplaire en Afrique. Le temps du renouveau économique est arrivé. Ensemble, faisons du secteur privé ivoirien le pilier d'une nation forte, d'une nation prospère, d'une nation souveraine, d'une nation respectée et d'une nation respectable. Je vous remercie. Oui. Je pense que nous allons poursuivre les ovations pour Madame la candidate à l'élection présidentielle pour cette intervention que nous venons de suivre. Mesdames et messieurs, nous avons noté quelques éléments: fait du patronat, fait du secteur privé un partenaire stratégique, fait des entreprises ivoiriennes des championnes de la souveraineté économique du pays. Elle a également pris l'engagement de nouer un pacte économique fort basé sur la confiance avec le secteur privé. Et justement, le secteur privé, Madame la candidate, va poursuivre les échanges et nous allons appeler une personnalité du secteur privé qui viendra pour cette séquence des échanges. Elle est expert comptable de formation. Elle a occupé de hautes fonctions au niveau de plusieurs entreprises, notamment des multinationales. Elle a décidé en 2006 de créer son cabinet, un des fleurons du Conseil en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. Depuis 2025, le cabinet créé par cette personnalité a des bureaux en Europe. Cette personnalité est également dévouée dans le humanitaire et grâce à son engagement, la Côte d'Ivoire est reconnue au niveau de la sous-région. Elle occupe la présidence elle est gouverneure du district
9101 de Rotary International qui regroupe 10 pays d'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accompagner et de recevoir M. Aboubakar Ouattara, administrateur de la CGECI, fondateur de Goodwill Consult International. Vous allez vous installer là pour conduire les échanges. Vous avez juste un micro à côté de vous. Voilà, le micro est ouvert. Je vous laisse maintenant la place pour les échanges. Merci. Merci beaucoup, Ferdinand, pour cette belle présentation que tu fais de ma modeste personne. Je voudrais vous remercier, vous dire que c'est avec grand plaisir que je vais donc conduire cet échange avec Mme Simone Eivé Gbagbo. Nous aurons à peu près 1 heure d'échange. Ce sera pour partie les entrepreneurs qui sont dans la salle, les hommes et les femmes. Et pour une autre partie, ce sera probablement moi-même. Je voudrais également vous remercier pour votre exposé liminaire qui a fait le tour des thématiques que nous avons échangées, sur lesquelles nous avons échangé avec vous préalablement donc à cet entretien. Et si vous permettez, donc on va commencer. Avant d'aller plus loin, je voudrais également demander votre avis sur comment l'on devrait vous appeler lors de cet échange-là. Madame Simone Eivé Gbagbo ou Madame la présidente de MGC ou Madame la prochaine présidente de la République de Côte d'Ivoire? Je préfère Madame la prochaine présidente. Mais bon, en attendant, prenez ce que vous voulez. D'accord. OK, merci beaucoup, Madame Simone Eivé Gbagbo. On le sait, le monde est traversé par de nombreuses crises internationales qui sont devenues très récurrentes et dommageables pour l'évolution des grandes dynamiques géopolitiques. Et cela débouche aussi sur de nombreux conflits. Ça rend vulnérables nos pays, surtout les pays africains. C'est en lien avec cela que le secteur privé de Côte d'Ivoire s'est engagé depuis d'ailleurs de nombreuses années dans une démarche profonde de création des champions nationaux par l'accélération et la construction et surtout par la transformation économique, tout cela devant permettre la résilience de notre pays. Madame Simone Eivé Gbagbo, quelle est la démarche spécifique que vous comptez mettre en œuvre pour identifier, d'une part, accompagner et faire émerger de véritables champions nationaux qui soient capables de rivaliser sur le marché régional et international? Merci beaucoup. Je suis moi-même, depuis très longtemps, les efforts des jeunes Ivoiriens, des hommes et des femmes qui essaient de créer quelque chose. Ils ont très souvent des produits qui sont innovants. Et je pense qu'il faut regarder de très près toute, j'allais dire, cette armée de fourmis-là. À l'intérieur, vous avez de véritables personnalités capables de proposer des choses pour créer une véritable économie maîtrisée par les Ivoiriens eux-mêmes. Il faut regarder ce qu'ils font. Il faut regarder ce qu'ils produisent. Quelquefois, on a besoin de les accompagner, n'est-ce pas? Mais il faut regarder, et en regardant, on les identifie très rapidement. Voilà un petit peu ce que je dis. D'accord. Merci, Madame Simone Eivé. Comme je vous ai indiqué, il y a des entrepreneurs dans la salle. Certains souhaitent interagir directement avec vous. Je voudrais peut-être demander à
à un entrepreneur local, en l'occurrence M. Trabi, qui est également d'ailleurs administrateur au sein de notre organisation. Je crois qu'il a une adresse à vous faire. Merci. Mais c'est terrible, hein? Du que je suis là et ça commence par moi. Bon. Peut-être que je vais aller sur la dynamique. Excellence, Madame la future présidente Simone Yves Gbagbo. C'est vrai que mon cher aîné Aboubakar m'a appelé Trabi, mais je vais insister sur le fait que je suis désormais Ange Sahali Trabi. Le nom se construit et se co-construit et c'est important. Et quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ce matin, en ma qualité de porte-voix ponctuel des PME, pour bien m'envoyer, permettez-moi de lire à la virgule près le colis question que je dois vous transmettre, Madame la future présidente. Ceci étant, très chère Madame, l'accès au financement des PME s'améliore grâce à divers dispositifs et aux initiatives du gouvernement ivoirien pour soutenir le financement des PME, notamment le fonds de garantie des crédits aux PME. Et je me réjouis du fait que lors de votre intervention, vous avez parlé de la création du Fonds national de garantie et d'innovation, du Fonds souverain de développement industriel et de pas mal d'autres points pour les PME. Cependant, le financement, très chère Madame, des PME en Côte d'Ivoire reste un sujet crucial pour les PME, pour les entrepreneurs, car avec des financements insuffisants, trop chers et pas toujours adaptés à leurs besoins, les PME ne parviennent pas à capter les opportunités qui leur sont accessibles, même quand celles-ci leur sont réservées, comme c'est le cas dans les marchés publics. Question. Au vu de toutes ces difficultés, si vous êtes élu, comment comptez-vous améliorer le système afin de réduire les risques et d'augmenter le financement des PME? Au nom du secteur privé, j'ai dit. Merci. Merci. Il y a déjà une première expérience dont il faut tirer les leçons. Les PME doivent être financées, mais le financement qu'ils reçoivent doivent servir à l'activité, n'est-ce pas, pour laquelle ils ont été financés. Moi, j'ai vu dans ce pays plusieurs fois des PME recevoir des financements, démarrer l'activité, et puis au bout d'une saison, prendre de l'argent, aller payer, comment on appelle ça, à l'ambassade des États-Unis, là, un visa, et puis vous voyez, il faut donc qu'il y ait la confiance. Il faut qu'il y ait le sérieux. La deuxième chose, c'est que souvent, on a vu les PME, lorsqu'ils reçoivent des financements, au lieu d'investir dans l'activité, investir dans des voitures, de gros bureaux, qui font que l'argent est gaspillé. Cela dit, je suis d'accord avec vous pour reconnaître qu'il faut vraiment parler avec les banques pour obtenir du financement. Lorsque le produit qui est proposé est innovant, il est bon et qu'il est porteur. Là-dessus, on est d'accord. Donc, il faudra parler avec les banques. Il faudra apporter également de l'encadrement. Parce que souvent, les structures qui sont créées, quelquefois, n'ont même pas un système de comptabilité. Et il faut donc encadrer à ce niveau-là. Ils ne savent même pas comment régler le problème du fisc. Il faut encadrer à ce niveau-là. Certains ne savent même pas comment fixer le prix de leurs produits. Il faut encadrer également à ce niveau-là. Moi, je pense que si tout ça est fait, que vous avez reçu de la formation, que vous avez reçu de l'encadrement, que vous avez pu recevoir
de financement à la hauteur désirée, je pense que vous pourrez vous en sortir. D'accord, merci beaucoup Madame Simone et Évêque Gbagbo. La question de l'accès au financement, en effet, est un sujet crucial pour les entreprises, surtout pour les PME. Vous avez parlé aux banques. Quel est le message spécifique que vous pourriez adresser justement aux banques, sachant qu'aujourd'hui, quand l'on regarde l'écosystème bancaire, pour l'essentiel, les banques sont détenues par des nations étrangères? Je pense qu'il est bon que nous créions des banques nationales. Parce que, de mon point de vue, le rôle d'une banque, ce n'est pas de devenir, n'est-ce pas, celui qui ouvre des caisses, des comptes pour garder l'argent, n'est-ce pas, de la population, des citoyens. Mais c'est celui qui, ayant récupéré toute cette épargne-là des citoyens, permet d'investir dans l'activité de production. Et donc, les banques ici, là, il faut que nous ayons nos banques. Quelquefois, on a déjà fait cette expérience et puis on a échoué dans le pays. On a créé ici des banques qui ont échoué dans le pays à cause de la mauvaise gestion, à cause, quelquefois aussi, il faut le reconnaître, de l'influence du politique, n'est-ce pas? Et il faut donc pouvoir créer de vraies structures de financement. Faire appel peut-être à l'épargne des citoyens. Parce que, quoi qu'on dise, il existe une épargne dans le pays qu'on peut lever. Et puis j'ai dit, parlementaires, avec les banques, si on crée nous-mêmes nos banques pour des cibles bien précises, pour des activités bien précises, l'argent va servir à cela. Et si on gère bien cet argent-là, l'argent va pouvoir produire de nouveau des richesses. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous quand vous dites les banques qui sont là, sont des banques très souvent étrangères. Elles ne sont pas venues pour aider à l'implantation des industries locales. Elles sont venues pour récupérer, n'est-ce pas, ce qu'elles peuvent pour aller financer leur propre pays. Je suis d'accord avec vous là-dessus. D'accord, merci beaucoup, Madame Simone et Yves. Si vous souhaitez, on va peut-être passer sur la thématique, la seconde thématique qui concerne donc les questions de gouvernance. On le sait, la question donc de la corruption, la question de la qualité du système judiciaire, tout cela, ce sont des sujets qui sont souvent de fois évoqués. Le secteur privé ivoirien a quelques préoccupations là-dessus. Je voudrais donc à ce stade-là permettre donc au directeur exécutif adjoint du patronat de Côte d'Ivoire, Yénan Félix, donc d'interagir sur cet aspect particulier. Madame la candidate à l'élection présidentielle, alors sur la question de la corruption, la Côte d'Ivoire, depuis ces dernières années, a fait quelques progrès. Le pays a amélioré son classement au niveau mondial. Quand on regarde l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International, le pays est passé de la 87e position à la 69e position. Et en termes de score, le pays a gagné 5 points, passant de 40 à 45, un score plus élevé signifiant qu'il y a moins de corruption dans le secteur public. Cela dit, ces progrès sont attribués aux réformes qui ont été entreprises ces dernières années par les autorités ivoiriennes, notamment la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, qui a mis en place un certain nombre d'organes spécialisés, notons le pôle pénal, économique et financier, mais aussi des plateformes, vous en avez parlé un peu dans votre propos introductif, des plateformes de signalement de la corruption.
Néanmoins, Madame la candidate à l'élection présidentielle, la question de la corruption demeure encore une préoccupation majeure pour les chefs d'entreprise ici présents. Ce que nous aimerions savoir, c'est si vous êtes élu, et nous vous le souhaitons, quelle politique de transparence et de redevabilité publique comptez-vous promouvoir afin de garantir une application équitable et impartiale des sanctions contre la corruption dans ce pays? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que la première chose, c'est de prévoir des sanctions. Parce que la corruption, elle existe. C'est vrai, vous avez donné des chiffres, mais la corruption dans notre pays est encore quelque chose de dramatique. Quand on voit quand des chiffres qu'on entend, en milliards détournés, et puis il n'y a rien, aucune sanction. Je pense que la première chose, c'est les sanctions. La deuxième chose, c'est un système de contrôle, pour que là où l'argent sort, que l'argent doit aller à tel autre endroit, que l'argent arrive effectivement à cet endroit-là. Et nous avons souhaité pour cela utiliser les nouvelles technologies qui existent, la digitalisation. Vous voyez un petit peu au niveau des examens et concours, la corruption qui existe, elle est terrible. Ça peut se détruire complètement si tout cela est digitalisé et que l'homme n'intervient pas au milieu. Donc nous pensons qu'il faut renforcer ce système-là, qui va permettre donc de mener des actions, de poser les actes, sans être obligé de subir le chantage de certains fonctionnaires, dans certaines localités, dans certains bureaux, etc. Et je pense que ça peut aider à définitivement détruire la corruption. Il y a des pays qui ont réussi à éliminer la corruption. On me donne le cas du Cap-Vert, qui est un pays qui a réussi à éliminer la corruption. Je pense que nous pouvons faire la même chose dans notre pays. Merci beaucoup, Madame la candidate. En attendant que quelqu'un dans la salle intervienne, je voudrais revenir sur la question de la gouvernance parce que c'est un sujet éminemment important. L'on fait souvent la corrélation entre l'état d'esprit des citoyens et la question de la gouvernance. Certaines fois, on a entendu parler d'Ivoiriens nouveaux, etc., etc. Est-ce que sur ce segment en particulier, vous avez quelque chose qui pourrait aider à changer l'état d'esprit des Ivoiriens pour que nous ayons plus de gouvernance, plus de transparence, justement, dans la question de la gestion de l'État? Vous voyez, nous considérons que dans notre pays, un peu à cause de la crise que nous avons vécue, les valeurs ont pris la fuite de notre pays. Et nous pensons qu'il est extrêmement important de ramener, n'est-ce pas, les valeurs dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'on parle ici d'économie, mais ça va passer par l'éducation, n'est-ce pas? L'éducation que nous allons donner à nos enfants doit être complètement renouvelée. Si on veut créer les citoyens nouveaux, ça va demander de transformer ces mentalités. Ça va demander donc, déjà à l'école, de l'aider à cette transformation des mentalités. L'éducation, la formation, qui va permettre donc aux citoyens d'être, je dirais, plus regardants par rapport aux lois divines, d'avoir la crainte de Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement important. Si l'Ivoirien avait vraiment la crainte de Dieu, on n'aurait pas connu la guerre dans notre pays. Respect de la vie, respect des biens des autres. C'est deux choses qui sont extrêmement importantes. Si les valeurs ne sont pas réappropriées par les Ivoiriens, on va se retrouver avec des citoyens qui n'ont aucune mentalité, qui n'ont aucune moralité
et qui peuvent se permettre ce qu'ils veulent. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais qu'on regarde un peu la question du système judiciaire ivoirien. Il y a une organisme internationale, donc le World Justice Project, qui chaque année donne le classement des différents pays au regard de la transparence du système judiciaire. Et au cours de ces récentes années, la Côte d'Ivoire, en effet, est passée de la 106e place à la 104e sur à peu près 142 nations qui participent donc à ce projet-là. Ce classement-là nous met nettement derrière des pays comme le Ghana, le Burkina, le Mali, le Sénégal. Ça pose des défis, notamment sur les questions de lenteur dans les procédures, la question de la corruption, vous en avez parlé tout à l'heure, tout ce qui touche au favoritisme, à la transparence du dispositif carcéral. Alors, Madame la prochaine présidente de la République de Côte d'Ivoire, sur la base de ces constats auxquels est confronté donc le système judiciaire, quels sont les leviers que vous prévoyez d'actionner pour garantir une justice indépendante, équitable et transparente pour tous? Question très importante. Toute l'initiative humaine ne peut être garantie que dans un pays où la justice est maître, où la justice règne, où la droiture règne. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que le système judiciaire, il faut encore l'améliorer. Vous savez, on est allé jusqu'à se poser la question de savoir si le système judiciaire dans notre pays doit même dépendre de l'exécutif, parce qu'il subit beaucoup de pression de l'exécutif. Dans le passé, vous aviez des juges qui étaient indépendants. Aujourd'hui, ça a disparu. Il faut à ce niveau-là, retravailler, refaire des réformes pour que nous ayons des juges qui soient effectivement indépendants et qui ne subissent pas les pressions de l'exécutif. Ils vous diront certains qu'ils ont même peur pour leur famille, pour leur carrière, à cause des pressions qu'ils subissent. À côté de cela, je pense qu'il va être important également de décentraliser plus. Par exemple, au niveau du commerce, au niveau des affaires, nous n'avons qu'un seul tribunal à Abidjan. Il faut pouvoir les multiplier, en installer à l'intérieur du pays, de manière à ce que les choses soient plus fluides. Vous avez dans les prisons des gens qui restent des années en prison sans jugement et qui meurent même sans jugement au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc il faut également réformer cela. Je sais qu'il y a des lois qui sont prises, il y a des décisions qui sont arrêtées, mais il faut effectivement mettre en action tout ce qui est décidé à ce niveau-là. Madame la candidate, nous sommes en face des chefs d'entreprise. Ils souhaitent être plus concrets sur les réformes que vous envisagez. C'est vrai, nous avons bien noté le point. Est-ce que vous pourriez à ce stade-là nous donner quelques exemples précis de réformes que vous pourriez donc être amené à mettre en œuvre pour avoir plus de transparence et une justice véritablement équitable? Quelques exemples précis. Je suis resté sur les principes, parce que c'est à partir des principes qu'il faut faire les réformes. Pour que la justice soit équitable, il faut que l'action qui est jugée, elle soit jugée par des personnalités qui ont l'autorité de faire le travail sans inquiétude. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il faut prendre des mesures pour que le juge soit effectivement indépendant. Ça, on ne peut pas s'en sortir sans cela. Maintenant, à côté de cela, il est également important de décentraliser les structures. Si dans chaque région, vous avez des tribunaux qui peuvent travailler, ça facilite, parce que ça rapproche
le système du citoyen. Voilà. Donc voilà, ce sont des mesures comme ça que je pense qu'il faut prendre. Hein. D'accord. Merci beaucoup, Madame Simon Yves Gbagbo. Si vous permettez, on va à présent passer sur notre troisième thématique. Ce sont les questions donc de politique fiscale. Les questions de politique fiscale. Comme vous le savez, les hommes d'affaires sont très sensibles à la question donc des impôts. Je voudrais demander s'il est avec nous un des responsables donc, de la commission juridique et fiscale, Gérard Atombré, d'intervenir sur ce sujet en particulier. Bonjour Madame la candidate. Je suis donc Gérard Atombré, le membre de la commission juridique et fiscale du patronat. Les décisions d'investissement sont liées à la confiance qu'ont les opérateurs économiques dans la stabilité des lois et particulièrement dans la loi fiscale en vigueur dans le pays. Or, d'un exercice comptable à l'autre, l'observation de la situation amène à constater des changements récurrents des règles fiscales, avec l'instauration fréquente de nouvelles charges fiscales ou parafiscales, la modification des règles de détermination de la base taxable ou la remise en cause pure et simple d'avantages consentis en méconnaissance des réalités économiques. La question est, quelles dispositions préconisez-vous afin que les entreprises aient une meilleure prévisibilité de votre politique fiscale et soient rassurées que les règles du jeu ne changeront pas en cours d'exercice? Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Je pense que les fonds dont l'État a besoin, trop souvent, sont puisés dans vos poches. C'est ça. Et c'est cela qui est votre problème principal. Et étant donné que vous vous êtes organisé, vous êtes donc les premières cibles que l'on peut atteindre. Et donc, souvent, il arrive que l'on joue là-dessus. C'est pour ça que j'ai pensé, moi, que pour limiter cette pression-là, il est bon de travailler à élargir même l'assiette fiscale. Parce que nous avons, tout à l'heure, je le disais un petit peu, nous avons vos structures qui sont bien connues, bien décrites. Mais vous avez de l'autre côté des millions de personnes qui sont dans l'informel. Si on les aide à sortir progressivement de l'informel, cela élargit l'assiette sur laquelle l'État va pouvoir s'appuyer pour financer, n'est-ce pas, ses œuvres. Et à ce moment-là, l'État ne sera pas contraint, parce que très souvent c'est ça, l'État ne sera pas contraint à modifier les montants qu'il vous réclame tous les jours pour telle raison qui est nouvelle, qui est imprévue et qui fait que l'État va aller chercher à puiser encore plus dans vos poches. Et que ce qui aura été décidé au départ sera respecté. Si l'on décide que les 3% que vous donnez doivent aller au financement de la construction des hôpitaux, ça ira au financement de la construction des hôpitaux et ça n'ira pas ailleurs. Pour moi, je ne vois pas d'autre possibilité dans le pays que de travailler à l'élargissement de l'assiette fiscale en créant ensemble ce qu'on appelait tout à l'heure les champions. Mais même les champions, ils sont encore des personnalités fortes, mais même en deçà des champions. Vous avez des tout petits qu'il faut formaliser également et qui ont peur de venir à l'impôt parce que l'impôt les effraie. Parce que l'impôt même les effraie. Et il faudrait pouvoir donc saisir toute cette masse-là et ça fait des millions de personnes. Si ça c'est fait, je pense que l'État sera un peu plus à l'aise
et sera moins tenté d'aller à chaque fois, n'est-ce pas, récupérer l'argent chez vous. Madame la prochaine présidente, nous sommes très sensibles à ce sujet en effet. Et sur la question de la formalisation de l'économie, les chiffres sont très souvent concordants entre les autorités ivoiriennes et les bailleurs de fonds. À peu près 80% du secteur informel donc, domine notre économie. Quels sont les leviers dont vous pourriez disposer justement pour amener plus d'acteurs économiques à se formaliser et donc à faire baisser ce taux qui, malheureusement, reste encore très élevé à date? Je regarde un peu l'expérience de certaines personnes qui travaillent un petit peu, qui sont dans l'informel. Il leur faut de l'assistance. Il leur faut même structurer le marché national local. Vous voyez, des entreprises qui fabriquent des petites choses, mais qui sont utiles tous les jours, mais qui ne peuvent pas accéder même au supermarché. Parce que ce qu'on leur demande pour pouvoir installer leurs produits dans les supermarchés est au-dessus de leur capacité. Et pourtant, ce sont des petites unités qui, un petit peu aidées, pourraient devenir rapidement des PMI, des PME. Il faut les aider. Il faut les aider. Il faut les aider et en les aidant, on s'oblige à intervenir dans un certain nombre d'autres secteurs. Des choses qui manquent dans notre pays. L'existence même d'un vrai marché national. Ça manque dans notre pays. Parce que ce marché-là, aujourd'hui, est, comment je pourrais dire, dirigé par très souvent des réseaux qui ne sont même pas ivoiriens. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut protéger les industries, les entités, les unités qui sont nationales, qui sont locales. La deuxième chose, il faut les aider à accéder à la compétitivité, soit en les aidant à accéder à la normalisation de tout ce qu'ils ont comme produit. Il y a des règles, il y a des normes qu'ils font fixer. Ils veulent y accéder, mais pour accéder à la normalisation, là, ils ont même encore besoin d'être encouragés, d'être aidés. Ils produisent des choses. Ces choses-là, on va leur demander de les présenter de façon moderne dans des contenants, n'est-ce pas, qui sont également modernes et qui garantissent la sécurité même au niveau alimentaire, qui vont garantir leur sécurité alimentaire. Mais ces contenants n'existent pas dans le pays. Il faut aller en Chine pour aller chercher les bouteilles. Il faut aller en Chine pour aller chercher même les couvercles des bouteilles pour ceux qui sont dans le commerce et la distribution des jus, des boissons, etc. Pour pouvoir réaliser même la pasteurisation de leurs produits, il faut absolument les aider, les encadrer. Si ça c'est fait, on pourra alors mettre à la disposition de ces jeunes créateurs-là des instruments qui vont leur permettre de proposer des produits normalisés, des produits acceptables sur le marché, de conquérir le marché national d'abord et de pouvoir compétir sur le marché sous-régional et encore plus loin sur le marché mondial. D'accord, merci beaucoup madame. Je voudrais peut-être, si vous permettez, qu'on parle un peu de pression fiscale. Pression fiscale, comme vous le savez, depuis de nombreuses années, il y a de grosses divergences entre les chiffres indiqués par les autorités publiques et le secteur privé sur la question justement du taux de pression fiscale. Selon les récentes études qui ont été menées par le secteur privé, en tenant compte
des charges fiscales et des charges parafiscales, on s'établirait entre 27 et 32% de pression fiscale, donc très largement au-dessus des normes communautaires. Quelles sont donc, à votre avis, les mesures que vous pourriez envisager pour faire baisser cette pression fiscale sur les entreprises formelles et assurer la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle? Vous l'avez indiqué tout à l'heure, et nous sommes conformes là-dessus, le taux de formalisation de notre économie est encore relativement faible. Quels sont les leviers, les mesures que vous pourriez éventuellement envisager pour faire baisser la pression fiscale sur le secteur formel à date? Merci beaucoup. Je pense que le secteur formel étant avec son organisation paye des impôts, paye des taxes, mais très souvent paye même des surtaxes, et c'est ce que vous appelez les pressions formelles. La première chose, il me semble, c'est de mettre en place un système de contrôle, j'en avais parlé tout à l'heure, qui permet de vérifier que ce que l'on paye est ce qui doit être payé. Et que l'on ne paye pas plus pour telle ou telle autre raison. N'est-ce pas? Parce qu'on entend souvent les opérateurs économiques se plaindre de ce que l'État fait payer plus que ce qui doit être payé. Ça, c'est la première chose. Si cette justice-là est établie, déjà, l'opérateur économique va se sentir plus en sécurité dans le travail qu'il fait. La deuxième chose, c'est que il faut réduire. Et pour réduire, compte tenu des besoins même de l'État, c'est ce que j'ai dit, ce qu'il faut réduire, c'est augmenter le nombre de ceux qui doivent payer. Donc, réduire en élargissant l'assiette fiscale. Voilà, je pense que je vais m'arrêter à ça pour le moment. D'accord, c'est très clair. Madame la prochaine présidente de la République de Côte d'Ivoire, je voudrais à ce stade-là que l'on puisse parler à présent des questions de souveraineté économique. Souveraineté économique, vous en avez un peu parlé tout à l'heure lors de votre exposé liminaire. Je voudrais donc laisser le soin à un de nos administrateurs, Laurent Nyon, qui est président du GOTIC, d'intervenir donc sur ce sujet en particulier. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Madame la présidente du mouvement de la génération capable, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt le fait que vous soyez revenu lors de vos propos liminaires, mais aussi en réponse à certaines questions qui vous ont été posées sur la question de la souveraineté économique. Ce qui signifie que c'est aussi un élément qui vous tient à cœur dans le cadre de votre vision et de votre politique que vous souhaitez mettre en place si, au soir du 25 octobre, le peuple ivoirien décidait de vous confier son destin. La CDC également a à cœur cette question de souveraineté économique. Chaque année, nous essayons, à travers des événements majeurs, d'organiser ce que nous appelons la CDC Academy, qui est une sorte d'école entrepreneuriale où nous permettons à des porteurs d'idées de venir se frotter à ceux qui existent déjà, mais aussi à créer des événements pour qu'on puisse se rapprocher et aussi débattre des sujets qui nous tiennent à cœur. Cette année, on avait pour thème la souveraineté économique, le temps de l'action. Dans un monde marqué par la globalisation, mondialisation et même de guerre économique, la Côte d'Ivoire reste encore aujourd'hui malheureusement encore dépendante pour une grande partie de son économie des importations, des biens de consommation, mais aussi des entrants pour
nos industries. Il en est également de même pour nos services financiers. Vous avez mentionné un peu cela dans vos propos tout à l'heure. Alors, dans un contexte pareil, il est peut-être temps qu'on sorte un peu des discours pour aller vers des actions concrètes que le secteur privé pourra apprécier à juste valeur, parce que ce ne sera plus des simples discours, mais des choses que nous vivons et qui permettent à notre pays justement de pouvoir atteindre cette souveraineté nationale. Madame la présidente du mouvement de génération capable, le secteur privé national aimerait savoir quelle politique concrète allez-vous mettre en place pour réduire la dépendance de notre pays aux importations, favoriser la production locale ainsi que la montée en gamme des entreprises nationales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais commencer par quelque chose qui n'est pas directement économique. La première chose qu'il faut faire, c'est de réformer notre école. La première chose qu'il faut faire, c'est de réformer notre école. Nous avons dans notre pays une école, une éducation nationale qui forme des salariés, des fonctionnaires. Il faut changer cela pour que nous ayons dans notre pays une école qui forme à l'entreprise, à la créativité, à la technicité. Ça, c'est la première chose. Ça permet d'avoir du matériel humain qui va innover, qui va penser et qui va également agir et qui va opérer. Donc, l'école dans notre pays doit, dès la 6e, former des jeunes pour les techniques, pour les professionnels, pour les scientifiques. Au lieu de faire ce que nous faisons jusqu'à présent, ou du CP1 jusqu'à la terminale et quelquefois même à l'université, on a formé des jeunes qui sont dans des secteurs qui ne trouvent même plus d'emploi sur le marché. C'est la première chose que je souhaite que nous fassions. La deuxième chose que je souhaite que nous fassions, c'est d'aider les populations qui produisent à devenir des transformateurs eux-mêmes. Je donnais l'exemple hier à Daloa, je disais le Français qui cultive le raisin, quand il a cultivé son raisin, il produit lui-même le vin. Et c'est le vin qu'il vend. Nous, dans notre pays-là, nous cultivons du cacao que nous ne consommons même pas. Et puis quand nous avons récolté le cacao, nous le prenons brut et nous le donnons à l'étranger qui s'en va transformer et que nous le rapporte à prix d'or. Il faut que le producteur de cacao devienne lui-même le transformateur de son cacao. Avec le cacao, il y a un certain nombre de choses que l'on peut produire. Avec le cacao, à tous les stades. Avec le cacao. Avec le cacao, on peut produire avec la cabosse du cacao. On peut produire du charbon. On peut produire de la potasse. On peut produire du savon. Tout ça, ce sont des industries. Tout ça, ce sont des industries. Avec le cacao, avec le jus du cacao, on peut produire du jus. On jette tout ça. On peut produire du jus de cacao. On peut produire du vinaigre de cacao. On peut produire du vin de cacao. Et tout ça, c'est jeté. On peut même produire de l'éthanol pour pouvoir alimenter l'énergie dans notre pays, pour résoudre les problèmes énergétiques dans notre pays, avec le cacao. Et puis, avec la fève de cacao, on peut produire du beurre de cacao, on peut produire la poudre de cacao, on peut produire beaucoup d'autres choses avec le cacao. Si systématiquement, nous prenons comme décision de transformer ces produits-là sur place, il y a beaucoup d'économies que nous pourrons faire. Il y a beaucoup de ressources que nous pourrons fructifier dans notre pays.
Donc, quand vous me faites poser la question, je me dis, il faut intervenir à ce niveau-là de la création des industries nouvelles par l'innovation, par l'encadrement, par la formation des jeunes et des moins jeunes à ce niveau-là. Nous avons dans notre pays la capacité de produire beaucoup de riz. En Côte d'Ivoire, là, nous avons, à un moment donné de notre histoire, été exportateurs de riz. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'importer autant de tonnes de riz d'Asie pour nourrir nos populations? Il faut utiliser les jeunes qui existent pour la production de nos produits vivriers. Il faut faire en sorte que le producteur de vivriers devienne aussi important et aussi compétitif que le producteur de palmier à huile, le producteur de VA, le producteur d'anacarde, etc. On a chanté toujours ici le producteur, le planteur, le grand planteur, ça a été celui qui est dans l'agriculture de rente. Bon, on n'a eu à aucun moment le souci de valoriser le producteur de tomates, le producteur d'aubergines, le producteur de manioc, le producteur de riz, à aucun moment. Quand je dis qu'il faut changer de mentalité, c'est également à ce niveau-là. Surtout quand on sait que même avec le riz, non seulement on règle les problèmes alimentaires, mais il y a un certain nombre d'autres questions qui sont des questions scientifiques, des questions même de santé que l'on règle, donc d'économie que l'on règle avec des cultures vivrières. Il y a des industries que l'on crée. Un pays comme l'Italie, là, au départ, c'est les petits paysans qui ont créé des petites unités industrielles à partir de production de vivriers. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici? On a suffisamment de terre pour faire ça. On a suffisamment d'eau pour faire ça. On peut devenir, en Côte d'Ivoire, un grand producteur d'engrais à partir de tout ce qui est biomasse que nous jetons. Un grand producteur d'engrais. Regardez la quantité de produits que nous jetons au nord avec la production de l'anacarde. Nous nous contentons d'exploiter, de financer uniquement la manne d'anacarde. Et puis c'est tout. Avec l'anacarde, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Avec la pomme d'anacarde qui est jetée dans le champ. La pomme, elle est jetée dans le champ. Elle pèse 10 fois plus que la petite amande d'anacarde là que l'on vend. Mais la pomme d'anacarde, elle contient du jus qui a la même teneur en sucre que la canne à sucre. Bon, évidemment, elle ne contenait pas de saccharose, donc on ne peut pas faire du sucre en granulé avec ça. Mais on peut faire du sucre en sirop avec cela. La même teneur de sucre que la canne à sucre. C'est jeté dans le champ. On peut faire de l'éthanol avec cela. C'est jeté dans le champ. Quand on a enlevé le jus, toute la biomasse là, on peut transformer cela, on peut faire du charbon avec, on peut faire comment on appelle ça, des aliments pour bétail avec. On peut faire de l'engrais avec. Tout ça, c'est jeté dans les champs. Vous voyez, quand je dis qu'il faut transformer nos produits et que ça va nous permettre de relancer totalement notre économie et de changer totalement le visage de notre économie, c'est à des choses de ce genre-là que je pense. D'accord, merci Madame Gbagbo pour tous ces développements qui nous permettent de bien appréhender votre vision sur le sujet. La question de la souveraineté économique, c'est aussi la question du développement des infrastructures.
On le sait, le port autonome d'Abidjan s'est profondément modernisé au cours de ces récentes années, avec donc de nouvelles infrastructures, des dispositifs opérationnels plus performants qui ont permis d'augmenter les volumes traités au port d'Abidjan. Mais la question de la saturation de notre port reste un sujet lancinant. Il suffit de parcourir la zone portuaire pour s'en rendre compte tous les jours. Alors, en tant que prochaine présidente de la République de Côte d'Ivoire, madame, comment entendez-vous renforcer les infrastructures portuaires, ferroviaires et aéroportuaires pour améliorer justement la compétitivité logistique du pays et réduire ainsi les coûts d'opération pour les entreprises que nous sommes? Moi, je considère que le port d'Abidjan, là, il faut l'agrandir encore. D'accord. Oui. À l'époque, je disais à M. Gossio, qui était le directeur du port d'Abidjan, que la Côte d'Ivoire a la capacité de devenir, si ce n'est pas le premier port d'Afrique, de devenir le deuxième port d'Afrique. Et pour cela, tout le travail technique est à faire et doit être fait. Les études sont faites, ça doit être fait. Maintenant, j'estime que du point de vue du transport de tous ces produits-là, il y a une chose que nous n'avons pas faite en Afrique. C'est le développement du transport ferroviaire. Si je veux, je prends déjà le cas des femmes qui produisent la tchéké et qui vont vendre la tchéké au Mali. Les Maliens aiment beaucoup la tchéké. Les Burkinabés aiment beaucoup notre tchéké. Mais lorsque la tchéké est fabriquée ici et que c'est rendu au Mali, quand ça arrive au Mali 2 ou 3 jours après la cuisson de la tchéké. Pourquoi? Parce que le seul véhicule qui existe, c'est les cars qui vont mettre 3 jours pour arriver à Bamako. Quand ça arrive là-bas, c'est sec. Est-ce que vous voyez? L'Afrique, là, doit s'engager dans la création de tous les réseaux ferroviaires d'une capitale à l'autre pour transporter les hommes et pour transporter les produits. Ça va permettre de réduire la pression sur les ports. Le produit arrive, il est enlevé rapidement, il est rendu à Ouaga rapidement. Ça réduit la pression non seulement sur les ports, mais ça réduit également la pression sur les routes. Donc pour moi, l'infrastructure, c'est la clé. Les Occidentaux eux-mêmes ont pu faire décoller leur développement dans leur pays grâce à l'utilisation du train. L'avion est trop cher. La voiture est trop lente. Il faut le train. Merci beaucoup, Mme Guao, pour cette belle illustration. Quand on a parlé de politique économique, le corollaire à cela, c'est la question donc de la politique sociale. Dans votre exposé liminaire, vous en avez parlé un tout petit peu. La question de l'adéquation, de l'inadéquation actuelle que l'on observe entre la formation et l'emploi. Alors, je voudrais demander à Arsène Libruno, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui est de la centrale syndicale Humanisme, donc c'est un syndicaliste, d'intervenir donc sur ce sujet-là. Merci. C'est bien. Je suis le camarade Libruno Arsène de la centrale syndicale Humanisme. Et je pense que la question que je vais poser d'abord à Madame la future présidente, si je m'en tiens à sa volonté de ce matin, c'est d'abord faire quelques rappels sur la thématique qui est celle de l'inadéquation formation-emploi. Rappelons qu'en 2019, le taux de chômage en Côte d'Ivoire s'élevait officiellement à 2,9%, un chiffre qui masque la réalité. Alors, partagez vos pensées dans les commentaires.